l'enregistrement. Dès que je fais le clap, dès que tu m'entends, je vais faire bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Ouais, bonjour, pardon, tout le monde. Enfin bref. Ok. 3, 2, 1. Bonjour tout le monde, bonsoir Isaac, bienvenue à Salut, tous salut. pour l'Europe au crible numéro 3. Après ces deux Déjà. semaines de trêve internationale, il est temps pour nous d'enchaîner la troisième édition de l'Europe au crible, hein. Et oui, vous le savez, maintenant c'est votre format hebdomadaire que vous dégustez pendant le repas du midi, le mardi bien évidemment, avant d'entamer les folles semaines européennes. Mon cher Isaac, comment vas-tu? Eh bah, ça va bien. Tout va bien jusqu'à demain 21h. Oh, surtout après avoir vu Newcastle ce week-end, je comprends que tu aies peur, mon cher Isaac, mais on en parlera tout à l'heure. J'aurais juste 2 mots à dire. Et ce sera très court parce que là, pour faire très rapide, on n'en peut plus. On veut tourner cet épisode en 1 heure. Et c'est pour ça qu'on va commencer directement par la Bundesliga, Max. Exactement. Alors, pour les matchs dont on va pas citer, il y a eu le match nul entre Mayence et Hoffenheim 1-1. On a eu un Augsbourg-Hambourg à remporté 1-0. Un 3-0 de Mönchengladbach face à Heidenheim. La victoire de l'Union Berlin face à Saint-Pauli. Est-ce Ouais. que tu as parlé du match de Leipzig rapidement, Matt? Alors ouais, je vais Si tu as juste deux dire, mots. du coup je vais dire les premiers mots maintenant, comme ça au moins ce sera fait. Bon, en fait c'est simple, hein, Leipzig qui s'impose à la maison 2-0 contre le Werder Brême. Victoire propre, sérieuse, maîtrisée. Leipzig a décidé de ne pas lâcher après le faux pas dont on avait parlé il y a 2 semaines. Voilà, il fallait rester dans le wagon du haut, c'est pas un grand match. C'est un match qui a été gagné, qui permet de rester dans le rythme. Et on sait que c'est ce genre de match qui peut faire la différence quand on cherche à jouer la qualif en Ligue des Champions. Voilà ce que j'ai à dire dessus. En parlant de qualif pour la Ligue des Champions, on va se poser sur les matchs de 15h30 samedi parce qu'il y en a eu du spectacle. Et on va commencer par le troisième du championnat, le Bayer Leverkusen qui a affronté Wolfsburg dès l'entame. Leverkusen pose le pied sur le ballon et montre une forte intensité offensive. À la 9e minute, c'est Grimaldo qui déborde et qui décale vers le centre. Malik Tillman, qui est bien placé, remet en retrait pour Jonas Hoffmann, qui conclut d'un tir placé au fond des filets. Wolfsburg va tenter de réagir avec quelques incursions de Pecinovic et Madjer, mais la défense de Leverkusen reste solide et le gardien Mark Flecken intervient bien. On va à la 24e minute sur une phase arrêtée. C'est Tapsoba qui place une tête mais vraiment parfaitement ajustée. Puis à la 33e minute, Patrick Schick qui, L'éternel. après un 1-2, intelligent avec Silman, part en vitesse et termine calmement. À la pause, ça donne 3-0, clinique dans la finition. Malgré une réaction de Wolfsburg à la 57e minute sur le corner de Maximilian Arnold, Denis Vavro qui place une tête et qui trompe le gardien adverse. Jonas Wind qui croit inscrire un deuxième but pour les Loups, mais la VAR intervient et c'est but pour hors-jeu. Mhm. Et, et Leverkusen gère très tranquillement la fin de ce match 3-1. Alors, pour faire court, efficacité offensive, ils ont été très tranchants lors des 45 premières minutes. Bonjour Grimaldo, Tillman, Hoffmann et Schick. Mhm. Et défensive, du coup, aussi, les coups de pied arrêtés et Tapsoba qui vient d'ascendre sur un coup de pied. Bah, on sait que c'est la marque de fabrique. La maîtrise du tempo, Leverkusen a contrôlé le jeu, notamment grâce à une possession dominante 62%, et a su faire baisser le rythme quand Wolfsburg revenait en deuxième mi-temps. Et pour un Wolfsburg qui est vraiment dans le mal cette saison, les faiblesses défensives qui leur vaut une triste 15e place, ils ont souffert C'est très ça. tôt, encaissé 2 buts sur des actions mais magnifiquement construites, qui n'ont pas réussi à endiguer la Mhm. montée de Leverkusen, ni à couper les centres comme celui de Gerso pour Tapsoba en seconde période quand même. Il y a eu un vrai caractère. Ah oui. Wind, Eriksen et Swanberg ont apporté du dynamisme. Le but sur Vavro montre qu'ils auraient pu se montrer plus d'occasions et ça rejoint la limite de la finition et la C'est ça. malchance. Hmm. Voilà, voilà.
Moi, j'ajouterais juste que c'est... Donc, comme on l'a vu, hein, c'est un Leverkusen qui est, sur ses derniers matchs, l'équipe la plus régulière derrière le Bayern, justement, dont on va parler un tout petit peu après, là, dans pas longtemps. C'est un match, comme tu as dit, contrôlé, efficace et propre, hein. Et surtout, bah, eux, ils profitent des erreurs de Dortmund et de Stuttgart, enfin, du coup, du match nul entre les deux, bah, pour mettre Tu la veux en pression parler maintenant? et prendre la troisième place. Donc, on va pouvoir faire la transition sur le Dortmund-Stuttgart, mais avant, c'est pour juste dire que, bah voilà, Leverkusen, on le sait, hein, c'est une équipe qui est solide. On l'a vu là, finalement, ça a vraiment pris en maturité sur ce début de saison. Et c'est typiquement le genre de victoire qui montre que c'est une équipe qui va jouer le podium, voire peut-être plus si le Bayern commet quelques faux pas durant la saison. Mais du coup, on peut enchaîner sur les deux équipes qui perdent chacune une place au classement au profit de Leverkusen. On va pouvoir parler du nul spectaculaire entre Dortmund et Stuttgart. Et pourtant, au Signal Iduna Park, lors de cette première mi-temps, Dortmund domine et prend l'avance, hein. C'est Ah sur un oui, rythme correct, mais les deux équipes peinent à trouver une supériorité dans les premières minutes. Stuttgart a quand même un peu plus de contrôle au ballon. oui. À la, quant- à la 34e minute, il me semble que c'est Dortmund qui obtient un penalty. Oui, C'est Denis Undav qui commet une faute sur Schlotterbeck dans la c'est ça. surface. Emre Can qui s'en charge et transforme le penalty. À la 41e minute, on a Maximilian Bayer qui récupère un ballon, se projette dans la surface et marque 2-0 à la pause. C'est ça. Et alors là, deuxième mi-temps, Tout change. 47e minute. Stuttgart qui revient avec beaucoup d'intensité. Undav qui réduit l'écart avec un but très joli. Contre le dos se retourne et effectue un lobé dans la foulée pour tromper le gardien. Stuttgart va continuer à pousser. 71 minutes. Undav qui se montre opportuniste et marque de près. C'est 2-2. Plus en 80 à la 89e minute. On pense que Dortmund se sauve. Karim Adeyemi, en cours de match, reçoit un non-ballon, combine intelligemment et place une frappe pour faire 3-2. Sauf que Undav fait son hat-trick à la Ah, 91e minute sur une action, mais une masterclass collective de Stuttgart. C'est qui scelle un match nul 3-3. ouais, match nul totalement fou. Comme tu l'as si bien dit, Dortmund a mené, Dortmund a cru tenir. Adeyemi pensait sceller la victoire, mais c'était sans compter sur le match phénoménal de Denis Undav. On en a parlé il y a 2 semaines. On en parle encore. Denis Undav, c'est vraiment la figure de ce Stuttgart. Stuttgart qui est dangereux, Stuttgart qui s'impose comme une des équipes phares de cette Bundesliga. Et surtout, moi j'ai une petite phrase à te dire, je pense que ça va te faire sourire. Mais Dortmund a le talent d'une équipe du top 3, mais c'est vraiment la défense d'une équipe de milieu de tableau en fait. Et oui, et oui, j'irai même plus loin en fait. C'est c'est- c'est- c'est, euh, c'est la gestion du stress aussi. Mm. Psychologiquement, c'était dur, hein. Et pourtant, le 3-4-3, il a été efficace, hein. Le Schlotterbeck, Canonton derrière. Après, c'est vrai que Bellingham, Nemcha, Ryerson, Bayer, ça peut être limite, mais tu dois Ouais, pas craquer. c'est Et ça. Dortmund craque trop souvent Mm. dans ce début de saison et ça va leur coûter cher, extrêmement cher. Oh que oui, surtout que par contre Stuttgart là ils prennent un ascendant psychologique aussi sur Dortmund, même s'ils sont encore derrière au classement. Parce qu'en fait Stuttgart avec ce genre de match nul, il montre que c'est une équipe qui est capable de réagir même face au gros et qui est capable d'embêter absolument tout le monde devant. Et que c'est une équipe sur qui il va falloir compter jusqu'au bout pour la qualif en Ligue des Champions. Moi, je voudrais parler de la tactique justement de Stuttgart avec le 4-2-3, 4-3-3 flexible quand même, hein. Mm, oui, Avec Undav en pointe, avec Leveling, Thomas, El Khanous derrière lui, Tiller comme milieu défensif, les bonnes combinaisons du milieu pour alimenter Undav et un pressing qui a été suffisant pour mettre Dortmund en danger, surtout en deuxième mi-temps, avec surtout bien sûr l'efficacité individuelle de Undav et je félicite le Stuttgart surtout pour la réaction exemplaire et le mental fort. exactement. Et je te propose qu'on enchaîne avec une équipe qui avait commis un faux pas juste avant la trêve et qui s'est très 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 bien repris. On va bien évidemment parler du leader, le Bayern Munich, qui s'est imposé sur un score de tennis contre Fribourg 6-2. Voilà, le Bayern,
Ça a atomisé Fribourg. C'est un match référence offensivement pour le Bayern cette saison. Ils ont encaissé 2 buts assez tôt. Faut Quand pas même, hein. l'oublier. Ouais, Sur 12e coup de pied arrêté. minute. C'est ça. Mathias Ginter, Yuto Suzuki qui trompe Neuer. Puis à la 17e, Johan Mozambique qui place une tête sur un coup de pied arrêté, qui met les Bavarois en difficulté. C'est ça. Bien, et c'est là Mais que Lennart Karl arrive exactement. avec un bon mouvement, concluant d'un tir précis, juste avant la mi-temps, un tir de Pavlovic qui est repoussé, Karl qui remet à Olysée, qui égalise d'un tir puissant. C'est Le score à la pause est de 2-2. Et là, en seconde mi-temps, renversement complet, déferlante bavaroise, 55e minute, Olysée, corner, pour Dayo Upamecano, second poteau, marque de la tête. Quelques minutes plus tard, 60e, Harry Kane qui marque le but du 4-2, profitant d'un travail collectif incroyable, Olysée, Karl Pavlovic pour conclure au point de pénalty. Sauf que le Bayern ne s'arrête pas là. Nicolas Jackson, le Michael Jackson gambien, entre en jeu et marque sur un tapis d'Olysée. 85e minute, Olysée qui conclut son récital avec un deuxième but. Il s'appuie sur son dribble, rentre dans l'axe et enroule une frappe dans la lucarne. 6-2, Corse finale. Moi, j'ai envie de te dire, on a eu un match XXL de Michael Olysée. Et je veux souligner, comme tu as si bien dit, Lennart K, 17 ans, bonhomme. C'est lui qui ouvre le score sur une première offrande d'Olysée. Il offre justement le deuxième but à Olysée. Olysée, lui, de son côté, 2 buts, 3 passes décisives. Comme tu l'as dit, Upamecano, Kane et Jackson, ils sont allés aussi leur but. Mais vraiment, le match de Michael Olysée, c'est un match incroyable. Défensivement, on l'a vu, le Bayern, ça reste très sensible sur les coups de pied arrêtés. Mais faut voir à quel point leur secteur offensif est redoutable. Ça fait très très peur. Harry Kane, il marque à chaque match. En fait, Olysée, quand il est dans cette forme-là, et en fait, c'est depuis l'année dernière déjà, tu peux absolument rien faire. Et en fait, Fribourg, ils ont tenté de titiller le géant. Et le géant, il a répondu, hein, 6 claques dans ta tête, et c'est fini. Olysée, il a tout mis. Et voilà. Voilà le résumé Mental de de cette champion. Bayern Fribourg. Mental de champion, tout simplement. Ils n'ont pas paniqué, ils ont gardé leur câble, ils ont construit leur remontée de façon méthodique. Et du coup, je crois que toi, tu voulais glisser un petit mot sur le match de Cologne, si je me trompe pas, pour terminer. Ah oui, alors là, le coup de tonnerre à Cologne, première mi-temps, 4e minute. Ranier Hatché qui reçoit un long ballon, qui le dévie vers l'avant, et Kaminski qui le récupère, efface le gardien et marque dans un but vide, pardon. Après ce but précoce, Cologne qui se rétracte légèrement, laissant Francfort prendre le contrôle du ballon. Selon le rapport, les visiteurs dominent progressivement, cherchant les braises, mais butant sur la défense des Kölner. 89e minute, Arthur Théâtre sur un corner de Farid Chabi monte plus haut et place une tête victorieuse. Juste avant la, juste avant la pause, Mohamed Daoud qui profite d'un tir sur l'ancien Toulousain pour inscrire le 2-1 en faveur de Francfort. Mais alors, au retour des vestiaires, Francfort dicte le rythme. Cologne semble éprouver des difficultés. Jonathan Burkhardt à la 60e minute. 3 minutes plus tard, un autre but de Burkhardt. Mais alors, à la 83e minute, Marius Belter entre en jeu, marque son premier ballon. Une belle combinaison, une finition efficace. Et dans les arrêts de jeu, Luka Vladimic qui réalise un sauvetage presque miraculeux pour Cologne. Il coupe au second poteau, marque de la tête et ramenant les siens 1-3 à 3-4. Malgré la pression finale, Francfort résiste et gère ces derniers instants pour conserver la victoire. Une victoire qui leur permet de Voilà. rester sixième au classement. Voilà, derrière les cinq des équipes dont on a parlé précédemment. On va se dire que sur ce week-end en Bundesliga, il y a eu pas mal de choses qui se sont déroulées, hein. On l'a vu, le Bayern qui envoie un message fort pour montrer que ce qui s'était passé contre l'Union Berlin, c'était vraiment un léger faux pas. Et Dortmund qui, surtout, avant le match face à Arsenal, c'est ça envoie un gros message. Mais Arsenal aussi a envoyé un message de son côté, on en parlera en toute fin d'émission.
Dortmund et Stuttgart se sont neutralisés, mais Dortmund va pouvoir s'en vouloir parce qu'avec ça, Leipzig, c'est du sérieux, ça continue de gagner. Leipzig, ça se reprend, Leverkusen, ça enchaîne, mais c'est solide. Leipzig et Leverkusen ne lâchent pas derrière le Bayern, derrière Munich. Et en haut du classement, c'est toujours aussi chaud. Et comme on l'a dit, le Bayern a décidé de remettre tout le monde d'accord et de montrer qu'ils sont toujours les plus forts. Exactement, exactement. Alors que dans le fin fond du classement, on retrouve Wolfsburg, ce qui est assez triste, pas très loin du maintien. C'est ça, Ça fait premier mal. Ça relégable. fait... Hmm. Et en parlant Et bah, d'équipes où ça fait mal de les voir au fin fond du classement premier non relégable, même si on n'en parlera pas ce soir, on va pouvoir parler de nos chers amis nantais du côté de notre beau championnat de la Ligue 1 qui sont également 15e comme Wolfsburg. Ça fait un peu mal de les voir là, mais on commence à s'y habituer. Non, depuis plusieurs saisons, ça galère. Et je vais te laisser, du coup, avec cette transition, faire le récap du, des matchs de cette journée de Ligue 1. Et bah, des matchs dont on va pas encore parler, c'est-à-dire, on peut dire victoire simpliste du PSG, 3-0 face au C'est Havre. ça. On va parler des matchs du multiplex, sauf si t'en as un. Ok, Non, j'en sauf ai si, pas dedans, moi. et bah, match nul de Nantes face à Lorient, 1-1. Mhm. Et contre-performance de Toulouse face à Angers qui gagne 1-0. Et un match spectaculaire du Stade Brestois face à Metz qui gagne 3-2. C'est ça. Et on va Euh, commencer par le match du vendredi soir. la Un match gifle infligée par ton équipe et je chagrin. vais te laisser la main parce que je pense que tu as de belles choses à dire sur ce match. Eh bah oui, eh bah oui, eh bah oui. À l'Allianz Riviera, où l'ambiance est toujours hostile envers l'OM, Nice se devait de jouer les troubles faits. Ils cherchent à mettre de l'intensité, jouer haut et créer du pressing, mais on reste solide et bien organisé. À la 11e minute, Pierre-Emerick Aubameyang qui marque après un corner, profitant d'une déviation par Benjamin Pavard pour mettre le ballon au flot. Nice a quand même quelques alertes, mais ne concrétise pas. Et Marseille reste clinique avec un Greenwood qui double la mise, sans tirer dévié, ce qui trompe la défense niçoise. Avant la mi-temps, on a d'autres opportunités, c'est vrai. Mais bon, ça veut pas. Alors la deuxième mi-temps est spectaculaire. Greenwood qui marque de nouveau à la 53e, 58e. Timothy Weah pour le quatrième but. Malgré ça, Nice réduit le score avec Mohamed Ali Chou, avec un bon centre. Sauf que on ne ralentit pas. Et c'est Igor Pechau qui marque bien servi par Aubameyang et qui porte le score à 5-1. Alors, une efficacité offensive remarquable dont on aura besoin en Ligue des Champions. D'ailleurs, je peux passer un petit message personnel. Vas-y. Faites pas les salopes demain. Tout ce que je vous demande. Faites pas les salopes demain. Pitié. Moi, je veux voir ces Marseillais qui ont une grande efficacité. 4 joueurs appliqués dans des buts. Un Greenwood en fort. Mhm. Alors, la solidité défensive, on repassera parce que c'est de la LDC. Mais sur le match de Nice, on a été bien organisé défensivement. Les C'est ça. transitions rapides ont été bien exploitées. Dès que l'OM récupère, il se projetait vite vers l'avant. Ouais. Moi, Et je voudrais quand même saluer la performance de Jeffrey Delange quand même. Ah, C'est toi pas, aussi, tu l'as noté. c'est ce gardien même sauf, je crois qu'il avait joué face à la défaite face à Auxerre, mais Oui. la plupart du temps, il a toujours été là quand il faut. C'était un problème qu'on avait avec Paolo Lopez ou Ben Blanco. Mm. Là, on a sur de bons gardiens, Bah, c'est ce une que bonne j'ai noté. doublure. J'ai noté que Jeffrey Delange a aussi brillé dans les cages. Ça rassure sur la profondeur de l'OM. Voilà, moi j'avais Greenwood, Aubameyang et Delange à citer, un doublé de Mason Greenwood, un but et deux passes décisives pour Aubameyang qui du coup bah, vraiment est très impliqué dans dans ce jeu offensif de l'Olympique de Marseille. Gros festival collectif de l'OM parce qu'on a pu citer ces trois joueurs, mais en fait c'est l'OM en globalité qui a brillé. Ils n'ont pas du tout laissé Nice respirer quoi que ce soit. L'OM n'a pas seulement tapé Nice, ils les ont fessés.
Le message il est très clair, Marseille ça plaisante pas, et ça montre à tout le monde qu'en Ligue 1, ça joue le titre, mais attention, ils ne sont pas seuls à vouloir ce trophée final. Et oui, parce qu'il y a eu un Lens-Strasbourg à 17h qui était très important. Je le regardais. Un Lens qui, dès les premières minutes, met la pression. Strasbourg qui résiste et qui essaie de poser son jeu, mais peine à se montrer dangereux. Ses offensives sont fragmentées. Lens dispose d'occasions avec Thauvin et Edward. Sauf que Penders fait quelques arrêts, mais vraiment sublimes. Oui, Maintenant, on va se rendre au deuxième mi-temps parce que c'est 0-0. Jusqu'à la 69e minute. Un coup franc excentré tiré par Adrien Thomasson, Mathieu Hudol qui place une tête, qui prolonge le ballon vers l'entrée de la surface. Où Pierre-Ismaël Gagnou, jeune défenseur lensois, surgit et marque de près. Après ce but, Strasbourg tente de réagir, mais perd un joueur. oui, Et bah pourtant c'est un match de terroristes parce qu'il me semble que Guy Lavogui a reçu un rouge. oui, ça finit à 10 contre 10 en fin de rencontre, mais moi je trouve que Lens a très bien géré la pression après avoir ouvert le score. Oui, et oui, pour moi, c'est un succès propre, hein. L'organisation, ils démontrent qu'ils peuvent être très solides dans les matchs à gros enjeux. Leur blog est bien structuré et savent conserver la pression sans trop se découvrir. La phase décisive arrêtée, leur coup franc était bien travaillé. Ils ont profité d'une tête prolongée pour marquer. Cela montre que Lens maîtrise ces situations, un atout non négligeable dans un championnat serré. Le mental, bien évidemment, à 10 contre 11, à 10 contre 10, ils étaient là. Et le match de Gagnon quand même. Premier but en Ligue 1, du haut de ses 20 ans, pour Pierre-Ismaël Gagnou. Voilà, Lens a dominé, mais ils ont dû batailler pour réussir à marquer ce petit but. Lens gagne à petits pas, mais chaque pas les rapproche du sommet. C'est une victoire plus importante que flamboyante. Lens joue fin, Lens reste sérieux, et on voit que pour l'instant, ça paye. Attention, Paris et Marseille, parce que derrière les Lensois, s'ils peuvent vous la mettre à l'envers et aller chercher ce titre de Ligue 1, ils le feront sans hésitation. Exactement. Je pense. Et comme c'est ce que je disais en off avant qu'on lance, ça me rappelle 2023. Oui, C'est- Alors oui, le Paris Saint-Germain a été avantagé par l'arbitrage, surtout lors du match retour entre Paris Saint-Germain et Lens. oui, oh Mais oui, ils ont été très casse-couilles, hein. Et je pense qu'on est reparti sur cette configuration-là et que les trois vont pas se lâcher. Surtout après la contre-performance de Monaco face à Rennes. Dès le début du match, Rennes qui montre une grande intensité, il contrôle le ballon, presse au cherche à construire des attaques structurées. Abdelhamid Haït Boudlal qui ouvre le score. mhm, Après une belle séquence collective, Monaco qui a des occasions, hein, mais ils sont extrêmement maladroits. ah oui, Et et au contraire de Rennes, où à la deuxième mi-temps, Madi Camara, dès le début, porte l'avance à 2-0 avec une frappe puissante. Monaco qui sombre totalement, le jeu collectif est pas là, ce qui permet au René et à Brem Mbolo de marquer le troisième but à la c'est ça, 73e minute. 4-0 ensuite pour un par penalty de Ludovic Blas, Ludovic Blas c'est ça, et Paul Pogba qui obtient une passe décisive, hein, oui, et qui fait marquer Mika Bires. But trop tardif pour changer la donne. Alors exactement, oui, la passe du retour du Pogba, on va parler très rapidement, mais c'est pas le plus important. non, Il arrive, mais ça fait plaisir de voir qu'il n'a pas perdu son ballon. non, c'est ça, Sa passe décisive est sublime, mais ça n'a pas permis à Monaco de gagner. Avec une crise offensive, très peu d'occasions franches, désorganisée et un mental défaillant. Tout l'opposé de Rennes qui, comme Lens, en fait, déjoue les gros du champ. aussi, exactement. Moi j'ai envie de te dire, on avait quitté Monaco avant la trêve avec une défaite 4-1 contre Lens. On les retrouve après la trêve avec une défaite 4-1 contre le Stade Rennais. Rennes a planté un coup de massue à Monaco. Du côté du Rocher, le sourire viendra du fait qu'on a revu Pogba sur un terrain qui est entré à la 85e et comme tu l'as dit, qui a offert une passe décisive.
Maintenant, voilà, Rennes s'est imposé de façon maîtrisée. Rennes a tapé fort, 4-1. Euh, Rennes, va falloir compter sur eux dans la lutte pour l'Europe. Ils viennent de remonter 6e au classement. Monaco, du coup, chute 8e. Rennes a également profité du match nul de Lyon, mais je te laisserai dire 2 mots dessus puisque tu souhaitais en parler, du match Lyon contre Auxerre. Voilà, moi j'ai envie juste de conclure sur ce match et tu pourras rajouter si tu as envie. Rennes renaît, Monaco s'enfonce, la dynamique est en train de changer dans la course à l'Europe. C'est vrai, c'est vrai. Et surtout Lyon qui a fait un faux pas face à l'Abbé Deschamps. On va skip le résumé. Je vais parler de la détermination des Auxerrois qui montrent qu'ils ne sont pas là pour subir, ils pressent, ils cherchent des opportunités et leur travail défensif est solide malgré le manque d'efficacité avec le penalty raté de Sinayoko qui montre qu'ils ont des occasions mais qu'ils les peinent à convertir. La solidité défensive face à une équipe lyonnaise, ils tiennent bon, ils ne sont pas submergés. Un enjeu mental avec une ancienne lanterne rouge proche, ce point peut être précieux. Ça leur permet d'arrêter leur série de défaites. Pour Lyon, ça reste une phase délicate, hein. C'est leur quatrième match consécutif sans victoire en championnat. Des gros problèmes d'efficacité offensive, ils dominent, mais manque de justesse dans le dernier geste. Grish comme sauveur, le gardien slovaque qui réalise des parades importantes sur le penalty, ce qui permet à Lyon d'arracher un point. La tactique prudente, Lyon ne prend pas trop de risques. Et après avoir parlé de Lyon, je te propose de glisser un mot rapide sur le leader du championnat, le Paris Saint-Germain qui, comme tu l'as si bien dit, s'est imposé 3-0. Voilà, ça avait été très compliqué contre Lyon, même si s'il y avait eu la victoire, on en avait parlé avant la trêve. Là, ils ont réagi, ils ont gagné de manière très propre. Ça conserve la place de leader, ça assure 3-0. Et moi, je vais surtout parler du match de Kanginbi, qui a fait un excellent match. Voilà, qui est venu Très, très, montrer. très, très impliqué, C'est ça, qui est une solution offensive majeure. Je voudrais parler quand même de Joao Neves, qui marque encore. buteur au bon moment. Son rôle de relanceur arrivant est très utile. Ça apporte du lion du lien et de la menace. Lucas Chevalier, quand même, hein. Clean sheet très important pour lui. Pour son mental, ça va lui faire C'est vraiment du bien. c'est bon pour le mental. Le PSG remet le point de l'heure 3-0. Le trône, pour l'instant, il est toujours pour eux. Ils ne se laissent pas faire par Marseille et le Racing Club de Lens. Et dans ce championnat serré, le PSG, il montre que c'est eux qui contrôlent le destin du championnat pour l'instant. Et que du coup, quand on voit la profondeur, qu'on voit comment Kanguini est capable d'être là, Joao Neves qui marque quand il doit marquer, même Barcola qui vient sceller le succès, va falloir vraiment aller les chercher, ces Parisiens. Mais attention, on l'a vu, Paris n'est pas invincible. Et Lille, on a bien fait l'expérience avec une défaite rageante il y Mm. a quelques mois. Mais Lille recevait pas le PSG cette fois, il recevait le Paris Football Club qui les surprend dès le début avec un but de William Goebbels à la 11e en prenant un ballon dans la surface suite à une frappe sur le poteau de Marchetti. Le PSG mène 1-0. Lille qui réagit progressivement, les Dogs de Genesio qui commencent à imposer leur supériorité territoriale, multipliant les incursions dans la moitié de terrain parisien. À 46 minutes, Olivier Giroud égalise. Sur un bon moment collectif, Perrault qui sert Giroud au point de pénalty et l'attaquant place le ballon du gauche dans le but. C'est 1-1. Au retour, Lille continue sur sa lancée, mais le PFC reste dangereux sur quelques contres. À la 77e, Giroud un penalty le transforme, doublé pour le vétéran. 80e minute, Aïssa Mandi qui marque de la tête sur un corner, pourtant le score de 3-1 en faveur de Lille. Et le PFC ne baisse pas les bras. Est-ce que Lon Doucet réduit le score? Sauf qu'à la 86e, Marius Brolon marque un autre penalty pour Lille sur une Panenka, victoire 4-2 du LASK. Alors, le LASK, c'est la mentale et la résilience. Surtout à la perte d'Olivier Giroud et de son doublé qui prouve qu'il reste une valeur sûre dans la surface, malgré à 38 ans. Il y avait de la solidité et de la solidarité. Parce que ça n'a pas été toujours facile du Lillois, mais ils ont été là. Ils ont joué intelligemment lors des 20 dernières minutes. Et Brolham sur le dernier penalty qui montre qu'il veut prendre ses responsabilités. La jeunesse est importante. Lille qui grimpe à la 4e place et le Paris FC, comme d'habitude, enjeu mental, limite dans la finition, capacité de réaction, une fragilité défensive malgré un bon début de match.
j'ai envie d'ajouter le fait que Lille a marqué des points dans cette partie haute du classement, a profité des erreurs du Paris FC, a montré que du coup ils allaient être très dangereux dans cette course à l'Europe. Lille a su convertir ses occasions comme tu l'as dit et ne pas se faire surprendre malgré un début de match qui a été très compliqué. Le Paris FC a montré ses lacunes défensives, surtout quand ils subissent une telle pression. Lille n'a pas fait dans la dentelle. Quand ils ont accéléré, c'est le Paris FC qui en a fait les frais. Lille vient se positionner sérieusement. C'est pas juste du vent ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent jouer l'Europe. Et moi j'ai envie de conclure, et après je te laisserai conclure sur ce beau week-end de Ligue 1. Thauvin qui performe, Pogba de retour sur un terrain, Giroud qui marque un doublé. Mais bon sang, ramenez-moi en Russie en 2018, messieurs, dames. Vraiment, c'est ça. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Et même, je dirais même 2016-2018. C'est Même le ça. football, le renouveau, l'attractivité. Et on a un championnat en suspense surtout. Parce que les trois premiers sont avec 2 points de différence. Paris qui est premier. Oui. Marseille à la différence de but qui finit deuxième. Et Lens qui est troisième à 28 points aussi. Lille, on salue leur performance. On salue la performance de Rennes. Par contre, il y a des mauvais élèves, hein, comme Lyon, Oh Nice oui. et le Paris FC. Attention au FC Nantes, ça sent pas bon cette histoire quand même. Surtout que ils sont à combien de points Nantes? Voilà, même nombre de points que le barragiste Lorient. Oui, c'est ça. Ça va être chaud, hein. Mm. Ça va être chaud, ça va être chaud. Objectivement, il va pas falloir se rater pour les Nantais comme on en parlait. Parce que le moindre, le moindre faux pas et c'est foutu pour Nantes, ça peut très vite se Et bah oui, retrouver. Ça peut très très vite se retrouver dans la zone de relégation, hein, cette histoire. comme dans le haut de classement en Italie. Exactement, exactement, exactement. Et ce que je te propose, c'est qu'avant ça, je vais juste modifier le classement pour t'afficher le bon classement, bien évidemment. Hop. Alors, je ne sais pas si tu as parlé du match de Com de tout à l'heure, Le match de com, on va juste pouvoir en glisser un tout petit mot. Parce que parce que 6e place quand même pour Com, c'est ça. après une victoire 5-1 face à Pise. Non, pas une victoire. Pas Si, face à si, Pise, face à Torino, pardon. c'est face au Le Torino, deuxième match exact. était Sassuolo Pise. Affreux match nul. Enfin, non, pas affreux. Il y a eu du spectacle. Ça a été 2-2 quand même. Oui, 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 oui. Et justement, avant qu'on lance Pise, on avait profité pour monter à la 14e place puisqu'ils les ont menés. Mais malheureusement, ce match nul les fait rester à la 16e place. Je te propose de faire le récap des, des, des différents matchs qui ont eu lieu et dont on ne parlera pas dans le détail. Et bah, ok. Alors, la journée a commencé samedi par une victoire 3-0 de Bologne face à l'Udinese. Le Genoa et Calgary dans un match spectaculaire, incroyable. Les 2 prochains matchs, on en parlera quand même, je suppose. Et hier, le seul match dont on parlera pas sera l'Hellas Vérone face à Parme, victoire 2-1. Rome, on laissera un petit mot au classement parce que ça a des conséquences, Oui, bien évidemment, surtout après la contre-performance de la Fio et de la Juventus. Match nul 1-1. On va en parler de ce match très rapidement parce que à la 45e minute, juste avant la mi-temps, Kostic qui marque une belle frappe Noatem pour donner l'avantage à la Juventus. La Fiorentina qui subit mais qui tente de rester compacte, même si elle ne crée pas d'occasion franche dans cette première période. À la deuxième période, c'est la réaction de la Viola avec Rolando Mandragora qui égalise une frappe enroulée de loin qui surprend le gardien Bianconero. La Juve essaie de reprendre l'avantage, quelques frappes lointaines, ils sont mais la défense et le gardien tiens bon. La Fio pousse, mais les hommes de Florence montrent un vrai engagement offensif et ne se contentent pas du nul. Ça se termine à 1-1.
contexte frustrant pour la Juventus avec, avec une possession mais une grosse manque d'inspiration. Mm. Pourtant, la Juve domine en termes de ballon. C'est pas ça le problème, mais peine à se trouver vraiment dangereuse et de manière répétée. Il faut aussi noter que du coup ce faux pas leur fait perdre une place au classement avec notamment la victoire de Com, où on va juste glisser un petit mot, là j'en profite. Com qui a étrié le Torino 5-1 comme tu l'as dit, encore du très grand Nico Paz, une très belle équipe de Com. Nico Paz a encore marqué un but. Faut juste souligner le niveau, s'incliner, dire bravo. Il s'installe sixième. Et j'en profite pour glisser un petit mot juste sur le match de Bologne, qui du coup 3-0 vraiment montre que c'est une force de ce championnat. Bon cinquième et pas près de lâcher sa cinquième place. Pobega qui inscrit d'ailleurs un doublé. Il est en super forme avec Bologne. Bologne a joué avec autorité. Ils ont profité de chaque erreur d'Udinese. Bologne, ils ne font pas que jouer. Ils construisent, ils frappent et ils prennent des points très importants dans cette lutte pour l'Europe. Tout comme le Napoli qui se rassure en vrai. Exactement. On les avait quittés après leur faux pas et leur défaite contre Bologne, justement. Oui. Avant la trêve, Naples s'est remis la tête à l'endroit. Très belle performance, 3-1 contre l'Atalanta. Moi, j'ai pas forcément envie de parler du match en lui-même, il y a juste deux joueurs. Je fais parler des buteurs. David Neres, un énorme doublé pour lancer le Napoli. Noah Lang qui vient mettre le troisième but. Juste avant la mi-temps, Naples a su être rapide, a su mettre de la verticalité notamment. Par Neres et Lang, ils ont maîtrisé les vagues adverses. L'Atalanta n'a pas su répondre. Neres a mis le feu. Naples reprend du poil de la bête et se repositionne dans le quatuor de tête. Et qui est avec la Roma du coup. On va en parler parce que c'est comme eux les premiers du championnat avec à la La Roma 17e vient de minute prendre la tête grâce au à derby de Milan dont Mathias. on parlera juste après. Après, avec Mathias Soulé qui frappe depuis l'entrée de la surface et trouve le fond du filet. Cremonese qui tente de réagir. L'équipe de David et Nicolas joue compact et met de la densité. Mais les Gallo Rossi restent dangereux en contre. La Roma qui joue en 3-4-2-1, qui va être très utile, même s'ils gagnent que 1-0, parce qu'il y a eu un tournant. Oui, Et Gasperini qui a reçu un deuxième carton jaune et qui a été expulsé pour contestation. Alors, ça n'a pas découragé, ça m'a même donné de la force à la Roma. 64e minute, c'est la Rome qui double la mise avec Evan Ferguson qui rentre en jeu pour son premier but de la saison. Ensuite, c'est Wesley França qui complète le trio. Lance en profondeur, rentre dans la surface, conclut pour 3-0. Toute fin de match, c'est Cremonese qui sauve l'honneur avec Francesco Foligno. Score final 3-1. Une maîtrise tactique quand même. Hein. oui. Un effet de banc et dans le jeu de Gasperini, une contre-attaque extrêmement dangereuse. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Non, moi j'ai envie de dire que comme tu l'as dit, la Roma a gagné gros avec cette victoire. Une victoire d'un leader, en fait. Une victoire, comme on peut le dire, des fois c'est le caractère du champion. C'est une victoire qui est pas forcément extrêmement flamboyante, mais c'est une victoire qui est très solide. Ça montre la maturité de cette AS Roma qui, mine de rien, est un leader discret, puisqu'ils sont leaders, mais personne n'en parle. Voilà, ils ont pris la tête du championnat, ils ont profité de la défaite de l'Inter dans le derby de Milan. Je te laisserai en parler juste après. Mais voilà, ils ont posé le jeu, ils ont su faire durer toute leur phase dangereuse, leur phase de possession. Ils ont très bien exploité les différents espaces en transition. L'AS Roma joue fin, l'AS Roma frappe dur. On a parlé des trois buteurs sous les Ferguson Wesley, qui sont à l'image de la Roma. C'est le trio silencieux, mais le trio silencieux létal. Tout comme l'AC Milan qui a été létal dans ce derby de la Madonnina, Exactement. malgré que l'Inter domine les débats dans ce premier acte, occasion, possession, mais sans but manqué. Deuxième mi-temps, c'est Pulisic qui va marquer sur un rebond après une parade de Sommer. À la 54e minute, l'Inter obtient un penalty après un contact dans la surface, mais Mike Maignan plonge parfaitement et repousse la tentative d'Hakan Çalhanoğlu. Le match qui s'est terminé à 1-0, avec pour l'AC Milan des contre-attaques rapides
Le but de Poulegui est typique de cette stratégie. Un Maignan héroïque avec le penalty décisif, le mental de Garli quand même, hein. Milan n'a Oh pas oui. flanché et montré qu'ils peuvent gagner même sans dominer. Une application défensive collective, toute l'équipe a su s'impliquer, défendre avec rigueur et ne pas offrir de brèche majeure à l'Inter. Moi, j'ai envie de. Côté Inter, je dirais qu'il y a de la domination stérile, des problèmes Mhm. dans la finition et de mauvaise gestion des moments clés. Je ne sais pas ce que tu en penses, Moi, Matt. je suis totalement d'accord avec toi. On a eu un Milan, en fait, qui a tout simplement, comme tu l'as dit, qui a tout simplement été héroïque. Voilà, le Milan a su marquer par Pulisic, encore lui. Moi, j'ai envie de te dire, encore lui. Faut noter le match de Mike. On, beaucoup parlaient de Mike Mignon. Beaucoup se plaignaient de Mike Mignon qui n'était plus au niveau. Pardon, messieurs, mais je pense que pour certains, Zola a dit j'accuse, et pour certains, vous allez devoir dire je m'excuse envers Magic Mike, parce que son match, c'est ce qui permet à l'AC Milan de remporter ce derby et de se repositionner, de rester à un point du leader qu'est l'AS Roma. Alors attention, Paolo il va être heureux, va falloir compter sur le Milan pour le titre en Serie A. Et oui, et oui, et oui, et oui, il va falloir compter sur eux. Ce que je te propose, c'est qu'après avoir fait toute cette partie, avoir parlé de ce championnat italien, on bascule de l'autre côté de la Méditerranée, on parte en Espagne, de l'autre côté de nos chers confrères madrilènes, barcelonais et autres, et que du coup, bah, tu nous fasses le récap de cette belle journée de championnat dans la branche hispanique de l'Europe. Et oui, ça n'a pas été une très belle journée pour toi, Matt, mais on va en reparler plus C'est bien pour ça que tard. j'ai mis un autre maillot qui ne correspond à aucun des 5 grands championnats. Je glisserai un mot juste à la fin du live. Alors, ça commence par un autre match entre Valence et Levante. Ensuite, le Celta qui bat 1-0 face à la baisse. À la baisse. Exactement. On parlera du match du Barça face à Bilbao juste après. La Sociedad qui frappe un grand coup face à Osasuna. On parlera aussi du match de Villarreal très rapidement. Mhm. Et alors, jusqu'au match du Real Madrid, dont on parlera, c'était le Arambol en 4K. Obedio Vallecano 0-0. Real Betis Gérone 1-1. Est-ce qu'on va vraiment parler du match de l'Atlético? On va juste en glisser quelques petits mots histoire de dire qu'ils sont Mais toujours je, présents mais je, dans la lutte, quoi. voilà, ils sont présents dans la lutte, mais vous doutez bien, vu le match qui était diffusé sur Al Jazeera d'ailleurs. Euh, c'est victoire 1-0 de l'Atlético, c'était pas très beau à voir. Si vous Ah voulez du ouais. football, fallait regarder le match entre le FC Barcelone et l'Atlético Bilbao. Non, Je te laisse t'en non, parler. non, Si vous êtes fan de Bilbao, vous avez souffert. non, non, c'était Je- pas. je- C'est. Non, non, franchement. Non, plus sérieusement, voilà, Barcelone est revenu de cette trêve, c'est un match référence qu'ils nous ont proposé. On sait que Barcelone a souvent du mal contre Bilbao. On le voit les années précédentes. Un Bilbao est souvent, comment dire, l'arbitre dans les luttes pour le titre, dans les courses au titre. Mais là, cette fois-ci, il n'y a pas eu d'arbitrage de la part de Bilbao, hein. Barcelone a giflé l'Athletic. Le Barça sort sans doute son match le plus abouti de la saison. Intensité, pressing, verticalité et surtout efficacité. Un Barcelone dominateur dans le rythme et les transitions. Retour de la confiance offensive. Et ça va faire plaisir à tous mes potes barcelonais. Ça combine, ça accélère quand il faut, ça profite de toutes les transitions, toutes les erreurs adverses. J'ai envie de noter le doublé de Ferran Torres. Ces deux buts lui ont été offerts par la Yamal. J'ai envie de, surtout, vu comment on les a critiqués là-dessus, de parler de la solidité défensive de Barcelone sur ce match. C'est un clean sheet qui est très important dans les têtes, surtout qu'ils vont jouer Chelsea en Ligue des Champions si je me trompe pas. Et quand on sait que Oui, Chelsea est une équipe discrète ces derniers temps, mais toujours en forme, ça va faire du bien. Quand Barcelone joue comme ça, tout le monde respire mieux, mais pas à Bilbao, parce que Bilbao a tout simplement pris la tempête. voilà. Fallait s'attendre malheureusement pour l'Atlético Bilbao. L'Athletic Bilbao, Oui, excusez-moi, avec t'inquiète. des faiblesses défensives. Je trouve que les backs ont été trop vulnérables, surtout dans les relances depuis l'arrière.
le manque d'inspiration. Ils ont clairement subi la domination. Il Mm, faut quand même parler du rouge de Sunset quand même, qui était, pour moi, c'était mission impossible pour Bilbao. Faut juste repenser le football qu'ils ont proposé. mm. On sait qu'ils sont capables de beaucoup mieux. Oh oui. C'est juste que c'est une saison extrêmement compliquée. Ah bah, ça avait très bien commencé, mais ils sont sur le même rythme que Liverpool en première ligue, dont on parlera après, hein. Deux équipes qui ont démarré très fort en championnat sur les premiers matchs, mais qui depuis s'écroulent totalement. Certes, la victoire avant la trêve a fait du bien, mais vraiment, je te le dis, j'ai l'impression de voir les deux mêmes championnats, de vivre la même chose en Espagne et en Angleterre. On en reparlera, mais en fait, les victoires avant la trêve n'ont été qu'illusions quant à la difficulté de cette saison du côté de Bilbao. En en parlant d'illusions, parlons du Villarreal Mallorca. Je sais que tu as quelques mots à lâcher sur ce match-là, Ben, en j'ai envie de plus du dire match de l'Atlético. que Villarreal assure. Voilà, le sous-marin jaune continue de suivre le rythme du, j'allais dire du trio de tête, mais non, puisque c'est eux le troisième membre du trio, mais il continue de suivre le rythme du quatuor. Ce qu'il faut retenir sur ce match, c'est un match sérieux et qui n'a pas été simple. Villarreal a maîtrisé, a encaissé un but, mais a su rester calme. Moreno, l'éternel buteur, encore une fois. Il faut également noter la très bonne entrée d'Oluwaseyi, buteur, il est entré à la 63e. Villarreal n'impressionne pas, mais avance comme une équipe mature, et on peut dire exactement la même chose de l'Atlético, qui a été clinique et efficace. C'est exactement le football de Simeone, ça, on ne peut pas le nier. Un match de costaud, un match de terroriste. Retafe n'a quasiment eu aucune vraie occasion. L'Atlético n'a pas rayonné, mais a su gérer, a marqué au bon moment. On notera le gros match des deux latéraux, Ruggeri et Llorente. L'Atlético, c'est toujours pareil. Ça ne brille pas, mais ça gagne. Alors que du côté du voisin madrilène, ça brille pas, mais ça gagne pas. Match nul 2-2 entre Elche et le Real Madrid. Elche qui joue haut et qui met du rythme. Étonnamment, le Real ne parvient pas à immédiatement prendre le dessus et vise plus la construction que la percussion. Sauf qu'on va aller à la deuxième mi-temps où tout s'accélère avec la 53e minute. Alex Febas qui ouvre le score pour Elche d'une frappe bien placée. 78e minute, Oysen qui égalise pour Madrid sur un corner. Il surgit, il marque 84e. Alvaro Rodriguez avec une frappe banger qui donne l'avantage à Elche. Sauf qu'à la 87e minute, le dictateur Mobutu fait marquer Jude Bellingham d'une volée en retrait. Match nul 2-2, un résultat mérité pour Elche, alors que pour les Real Madrid, il y a des problèmes hein, en attaque. Ah C'est plus bah, possible. c'était Genre un Mbappé, un Bellingham automatique, malgré ils auraient dû tuer le match tout simplement. oui. Ça manque de précision et de sang-froid. Bah, Une défense vulnérable aussi. Hein. c'est une grosse surprise, hein. Elche a arraché le nul face au leader. On s'y attendait pas avant le match. Le Real, comme tu l'as dit, ça paye son manque d'efficacité, son gros moment de flottement défensif. Moi, j'ai quand même envie de mentionner Bellingham, qui malgré tout est buteur et passeur sur ce match. Mais c'est l'équipe du Real qui a été fantomatique. Elche aurait dû repartir avec plus. Voilà, moi je le dis. Elche aurait mérité mieux que ce match nul au final. Le Real a mené le rythme des dernières semaines en Liga, mais là on sent que c'est très compliqué. La finition de plus en plus pêche sur tous les matchs. Elche a profité de tous les espaces que le Real lui a laissés. Le Real a joué, Elche a résisté, et au final, bah, c'est le leader qui laisse filer 2 points cruciaux, parce que je vous ferai un point classement juste après, mais ça se resserre Le très fort. Barça, toc toc toc. Et bah du coup, j'en profite. Point classement, le Real Madrid est toujours leader, mais freiné à Elche 32 points. Barcelone, après la gifle infligée à Bilbao, revient à un seul petit point du Real Madrid, 31 points. Et Villarreal et l'Atlético Madrid, qui ont tous les deux gagné, 29 et 28 points. Autant vous dire qu'en Liga, tout le monde respire, mais tout le monde commence à suffoquer. Parce que 4 équipes en 4 points, on peut vous dire qu'en Espagne, la pression elle est en train de monter et que cette lutte pour le titre est très loin d'être terminée. Alors qu'en Angleterre, on a l'impression qu'il y a un club et qui se dégage vraiment pour le titre. Ah bah ça, Et
On en reparlera en toute fin. On va commencer par le match entre Chelsea et Burnley, mais juste avant, je vais quand même parler des matchs qui ont eu lieu, dont on va pas parler. Le match nul spectaculaire entre Bournemouth et West Ham, la défaite de Sunderland face à Fulham à 0, Crystal Palace qui gagne 2-0 face à Wolverhampton, le front de la classe, Mm. Brighton qui gagne 2-1 face à Brentford, Aston Villa qui gagne 2-1 face à Leeds, et puis on va lâcher un petit mot. Voilà, très rapide sur les deux premiers matchs de la journée. Burnley-Chelsea, Mm. avec, avec Pedro Neto qui ouvre le score. Et un but d'Enzo Hernandez sur une belle action collective à la 88e minute. Une gestion intelligente du match, même sans être ultra dominant. Toute la partie, les Blues savent imposer leur cadence contre Silvo et concrétiser une efficacité dans les pro tempo. Le but de Neto qui arrive en première mi-temps, puis celui de Fernandez en fin de match, c'est qu'ils montrent qu'ils savent marquer à deux moments clés la solidité défensive avec le clean sheet, une mentalité de champion, même s'ils ne le seront pas. Ils montrent quand même qu'ils sont une menace crédible dans le jeu cette saison par rapport à tes Reds, Mats, et je te laisse faire leur procès. Alors, juste avant de faire le procès, attention quand tu dis qu'ils ne le seront pas. Le match de ce week-end, du week-end qui arrive, va être très important pour le titre, puisque c'est un Arsenal-Chelsea, ou Chelsea-Arsenal, je ne sais plus, mais c'est encore un derby de Londres, puisqu'on parlera d'un autre derby de Londres après, mais attention, Chelsea, moi j'ai envie de dire ça régale pas, mais ça récolte, et ça va rester très dangereux. Si tu te rappelles bien, je les ai annoncés comme le plus grand épouvantail d'Arsenal sur cette saison quand on avait fait la preview. Et ensuite, on va parler de l'équipe que j'avais mis troisième de ce championnat qui s'appelle Liverpool, qui s'est tout simplement écroulé à la maison à C'est tel point, c'est Whirlpool. C'est Whirlpool. à C'est plus tel Liverpool, point, c'est Whirlpool. à tel point que Stan, des outsiders, a quand même dit que Liverpool avait perdu 3-0 à l'extérieur. Pour vous dire à quel point c'était choquant. 3-0 en fil contre Nottingham Forest, c'est la claque du week-end. C'est la pire perf de la saison pour Liverpool. Encore pire que contre City. Encore pire que contre Crystal Palace. Liverpool a peut-être dominé physiquement, mais trop peu d'occasions. Nottingham ultra réaliste, un plan de jeu de simple qui a été parfaitement exécuté. On va noter le match extraordinaire de Murillo, match très solide de Matt Sels, mais bon, on a l'habitude de lui dans les cages. Anfield s'est tout simplement éteint. Forest n'a pas gagné. Forest a étouffé Liverpool. Liverpool, c'est cataclysmique. C'est exactement le même problème que Bilbao, mais c'est dans un championnat encore plus serré. Donc ça chute à la 11e place. Bilbao est 8e. Mais Liverpool est 11e. Je vis la même chose de ces deux côtés. Victoire avant la trêve qui te laisse espérer que ça y est, c'est reparti, la machine est relancée. Pardon, pas victoire juste avant la trêve. Victoire juste avant de jouer City. Mais au final, rien du tout. Rien du tout. Il n'y a plus rien à Liverpool. On comprend plus. On sait plus ce qui se passe. J'ai l'impression que Slot a du mal aussi à se remettre en question dans sa tactique. Enfin Mm. bref, il n'y a plus rien qui va du côté de Liverpool. Il va vraiment falloir se remobiliser parce que il y a encore quelque chose à faire en Ligue des Champions, on le voit puisque ça gagne quelques matchs. Mais que c'est dur. Et j'ai envie de te dire, on parle de Liverpool qui est 11e, mais je sais pas si vous vous rendez compte, Liverpool a battu, en étant aussi mauvais, le leader de la Liga. Oui, j'avais envie de lâcher, comme Stan, j'avais envie de lâcher une petite balle perdue au Madrilène. Désolé mes frères, mais bon, c'est catastrophique que vous ayez perdu contre nous quand on voit le niveau cataclysmique de Liverpool cette saison. Je te propose qu'on C'est enchaîne clair, c'est sur clair. un autre club, un autre gros club Newcastle, qui a perdu. New- Newcastle City. Exactement. Et ben, on y va. Harvey Barnes, 73e minute, qui ouvre le score sur une belle passe de Guimaraes. Après une phase de récupération haute, 5 minutes plus tard, Ciro Biendias qui égalise pour City sur un corner. À la 70e, Barnes marque son deuxième but, un tir vif suite à un rebond dans la surface, ce qui redonne l'avantage à Newcastle. Newcastle qui défend très bien à la fin et qui résiste aux assauts de City et empoche une victoire 2-1 très importante. Barnes qui a été le héros de la soirée. Idio qui a bien appliqué sa tactique. Bollock solide, pressing intelligent, contre-attaque bien gérée.
avec une mentalité de guerrier, surtout battre City à domicile, c'est compliqué. Mm. Pour City, c'est juste un mauvais match, une déception offensive. Ils dominent mais ne convertissent pas du tout, ce qui coûte cher face à une équipe bien en place. Des erreurs dans les moments clés avec le... Oh. Oula, la fatigue est là. On sent que la fin arrive. Pardon, une erreur dans les moments clés avec le deuxième but de Barnes, venu d'un rebond, on ne parle pas dégagé proprement. Une pression manquée, il manque 200 francs en fin de match et leur réaction n'est pas assez rapide pour retourner la situation. C'est un vrai coup d'arrêt comme pour Guardiola, j'ai l'impression cette défaite. Je ne Oui. sais pas ce que tu en penses. Défense trop passive, beaucoup de positions dangereuses laissées à Newcastle, trop d'espace. Et assez surprenant au vu de la forme, au vu du rythme qu'avait réussi à reprendre City ces derniers temps. Mais un match décevant devant un gros manque de percussion. City a tiré mais sans rythme, sans inspiration. Et Newcastle a fait un match à la Eddie Howe. Il faut le dire comme ça. Gros bloc, transition rapide. Ça punit quand ça doit punir. Harvey Barnes. Mais bravo, monsieur. Félicitations, monsieur. Un doublé qui permet à Newcastle de s'imposer. Newcastle qui, je crois, a du coup fait une petite opération sympathique au classement, puisqu'il se repositionne, enfin, à la 14e, mais se rapproche de tout le gros bloc, hein, parce qu'on le rappelle, en termes de points, le classement est extrêmement serré des places européennes jusqu'à la 14e place, il faut le rappeler. Donc Newcastle vient un petit peu se repositionner, mais ne gagne pas encore de place. C'est dire aussi la rechute de City sur ce match. Voilà, City s'était très bien repris ces derniers temps, et ça en dit beaucoup sur la forme du moment, à la différence du Arsenal, leader qui a tout simplement démoli Tottenham ce week-end 4-1 dans le North London Derby. Stan doit être le plus heureux du monde et j'ai vu son débrief, il est vraiment heureux. Arsenal a répondu présent dans le match où il ne faut jamais trembler, impérial dans l'intensité, Tottenham beaucoup trop fébrile derrière, totalement un dépassé dans les match 1 contre 1. easy, un match aisé même, je dirais. Exactement, un derby à sens unique après la demi-heure de jeu. On va souligner, et je vais te laisser beaucoup plus parler que moi sur ce match, mais le triplé monstrueux d'Eze. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi un autre joueur dont il faut qu'on discute. C'est le Trossard, match incroyable de Leandro Trossard qui ouvre le score. à la Arsenal, 36e minute. Oui. exactement, Arsenal n'a pas gagné un derby. Arsenal a tout simplement envoyé un message à la Première Ligue et à l'Europe. Si Arsenal ne prend pas ce titre de Première Ligue cette saison, on pourra commencer à discuter sérieusement de la malédiction et d'à quel point Arsenal est maudit. Oui, tu as tout dit, la domination dans le jeu. Ils ont su imposer leur style, garder la position comme il le fallait, et surtout construire des attaques efficaces avec Eze et Trossard qui montrent qu'ils ont des joueurs capables de trancher dans des moments clés. Même après le but de Tottenham, Arsenal, non, c'est pas relâché. Ils ont continué à pousser pour sceller la victoire. C'est une victoire très importante parce que ils creusent l'écart en haut du Ah mais classement. c'est ça. Et, et Arteta semble avoir trouvé un bon équilibre entre créativité et pragmatisme. Ça donne de la flexibilité quand tu as sur le même terrain Rice, Trossard et Eze. Mm. Au contraire de Tottenham avec une défense vulnérable, un problème d'organisation, un manque de constance offensive et des actes d'amélioration extrêmement gros. C'est ça. On soulignera quand même le petit truc qui fera sourire du côté de Tottenham, c'est le magnifique but de Richarlison. Raya qui s'ennuyait beaucoup trop dans ce match, c'est un peu trop avancé. Richarlison a marqué un lob sublime. Je vous conseille d'aller regarder le replay pour voir ce but. Il est tout simplement magnifique. Et maintenant, je te propose d'aller parler d'une autre équipe en fait qui est malade, hein, parce que ils m'ont beaucoup charrié les fans de Manchester United. Mais messieurs, Ah, messieurs, donc ils ont vraiment perdu, parce qu'il faut savoir, j'ai regardé la première mi-temps. Pour vous expliquer, on a eu un but de Debsbury Hall, des, des oui. sublimes, vraiment sublime à Wenger de son faux pied, alors qu'Everton était en train, avait pris un carton rouge Ah mais dès la 13e avec, minute, Idrissa Gueye avec s'est l'homme. embrouillé avec un coéquipier. Le pire, c'est qu'Iguain n'a pas pris un carton rouge pour s'être battu avec un joueur de Manchester United. Il a pris un carton rouge pour s'être battu avec
D'ailleurs, c'est Keane qui aurait dû prendre le carton C'est rouge, hein, ça. parce Et que, c'est Gay genre, qui prend le pour rouge. énerver Gana Gay, Ah non, faut le c'est... faire. Et justement, à la 13e minute de jeu, Everton est réduit. Et Everton a gagné ce match. 1-0. Moi, je suis le plus heureux, puisque dans ma team MPG, j'ai justement notre cher ami Desbury Hall. Mais, mais mon Dieu, désolé, même dans ma tristesse, je vais me foutre de vous, les Mancuniens. Mais vous êtes aussi mauvais que nous. Vous êtes aussi mauvais que nous. C'est pas possible de perdre ce match. Comment? Mais comment? Mais comment quand t'as une équipe comme la tienne? Enfin, je- ah mes frères, vous appelez pas les Reds Devils pour rien non plus, hein. Franchement, être Red cette année c'est compliqué, hein. Je sais pas Ah si tu oui, veux hein. me rajouter un truc dessus, mais Et c'est non, mais catastrophique. what the fuck. Alors, et d'ailleurs, je pense, on va parler du classement là, parce que de la 10e à la 12e place, c'est une saison van incroyable, hein. Ah mais de ouf. 18 points. Manchester United qui a été rejoint par Everton et Liverpool, 11e, 12e respectivement. Et puis t'as 9ème Tottenham à égalité aussi à 18 points, Ah oui, c'est effrayant. hein. C'est effrayant. Newcastle, attends. Parce que c'est ça que je disais. Il y a quasiment autant d'écart entre il y a autant d'écart entre Liverpool 12e et Chelsea 2e qu'entre Chelsea. Il y a moins d'écart, pardon, entre Liverpool 12e et Chelsea 2e qu'entre Arsenal 1er et Chelsea 2e. Il y a quasiment autant d'écart entre Newcastle 14e et Chelsea 2e qu'entre Arsenal 1er et Chelsea 2e. Arsenal a 29 points, Chelsea a 23, Manchester City a 22, Villa a 21, Crystal Palace a 20, Brighton, Sunderland, Bournemouth 6, 7 et 8 ont 19, Tottenham, Manchester United, Everton, Liverpool 9, 10, 11, 12 ont 18 points, Brentford 13e 16 points, Newcastle 14e 15 points, Fulham 15e 14 points, et en fait, même là c'est encore serré, Nottingham 16e 12 points, West Ham, Leeds 17, 18, 11 points, Burnley 19e 10 points. Seuls les Wolves sont cataclysmiques avec seulement 2 pauvres petits points. C'est vous redire un classement après 12 journées qui ne C'est le contient championnat que du siècle. un championnat qui ne contient que 19 points d'écart entre le 19e et le premier après 12 journées, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mm. Voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure sur ces magnifiques week-ends. Moi, On j'ai a, envie de on a vous fait dire, combien de temps là? on est à un tout petit peu plus d'une heure. On est Ça à va, ça va, une ça heure va. 2, on n'est pas trop mal. Je vais juste en profiter. Les gars, ce week-end en Europe, c'était pas un chapitre. C'était un roman à lui tout seul ce week-end. Il y a eu des Et claques. pourtant, ça a été l'émission la plus courte. C'est ça, il y a eu des claques, des surprises, des derbies, des leaders qui tombent, d'autres qui se réveillent. On a fait le tour, on respire, mais la semaine prochaine ça repart, et la semaine prochaine il va aussi y avoir du lourd. On vous en parlera dans le Friday Corner, la nocturne de vendredi soir. Et moi j'en profite puisqu'on est sur l'Europe. Ah, mes amis, je suis obligé de vous parler, vous avez vu que j'avais un maillot spécial. Pour la première fois depuis 2009, les Girondins de Bordeaux ont enchaîné 9 victoires consécutives. Les Bordeaux Bordelais jouent le titre. est dans la forme du siècle. Bordeaux est leader à égalité avec une autre équipe que j'affectionne, l'Aviron Bayonnais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me permettre de dire, je ne prononcerai juste pas le nom du championnat, mais je peux me permettre de dire Bordeaux est leader. Les Marseillais, est-ce que vous pouvez le dire? Désolé mon frère Zach, non. Les Lensois, est-ce que vous pouvez le dire? Non. Les Toulousains, est-ce que vous pouvez le dire? Non. Je m'en fous que ça soit la 4e division. J'en ai rien à foutre que ce soit la Nationale 2. Je peux dire que je suis leader de mon championnat. Et ça, c'est une première depuis un bon bout de temps. Oui, l'année dernière, j'ai pu le dire, mais c'était pas la même chose. Là, on prend du plaisir en tant que Bordelais. Il ne manque plus que Gérard Lopez dégage de ce club. GG Lopez, dégage, dégage de ce club, et je serai l'homme le plus heureux du monde. Je finis en slip si ça arrive. Ah, le RP Football Manager, là, c'est exceptionnel ce qui se passe en Gironde. Des Ah, divertissements. c'est fou. On arrive à gagner alors qu'on a un président cataclysmique. C'est, ça fait plaisir. Non, franchement, sur le terrain, là, ça fait du bien. Les Girondins m'ont rassuré. Les Girondins ont été, dis-toi qu'en football,
Je sais pas si tu te rends compte de la phrase que je m'apprête à prononcer, mais mon bonheur ces derniers temps en football provient des Girondins. Ah ouais, alors que tu supportes Liverpool et Bilbao, hein. C'est dire. Voilà, voilà. Bayonne, Bordeaux, les clubs du Sud-Ouest, merci pour tout. Merci mes racines basques. Merci mon père de m'avoir transmis cette passion des Girondins. Les temps sont durs, mais les temps sont beaux quand même. Et oui, et je pense que c'est sur cette magnifique phrase qu'on va terminer cette émission. Exactement. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve tout à l'heure à 18h45 pour le crunch time sur une semaine NFL totalement folle aussi, hein. Juste, alors Phénoménal. là, alors, sachez que nous deux, on est contents. Ah, Alors on est moi, contents. il y a les Steelers qui m'ont cassé les couilles, mais les Chiefs et les Pats, alors là, monsieur, il y a de quoi dire tout à l'heure. Il y a de quoi dire tout à l'heure. Rendez-vous à 18h45 sur twitch.tv/GameTimeFR. N'oubliez pas le Twitter, le TikTok et le Instagram. Je laisse à Mats le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis pour cette troisième de l'Europe au crible. C'était Isaac et Mats pour vous servir. À la prochaine.